Bonjour, bienvenue à notre nouveau webinaire. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis navrée, on a eu un petit souci avec les PowerPoint, mais ne vous inquiétez pas. On va avoir surtout une discussion ouverte avec mon invité aujourd'hui, Florian, Kryptonite Asset Management, fondateur. Bonjour Florian. Écoutez, je vous donne un petit peu quelques petites informations au niveau Swissquote. Donc, nous sommes une banque en ligne de trading. On est présente en fait sur plusieurs continents. Nous avons vraiment des bureaux en Asie, en Europe et en Suisse, notre QG qui se trouve à Gland. Je m'appelle Suzy Caucase, je suis Senior Institutional Relationship Management et je m'occupe en fait de la clientèle institutionnelle maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Juste pour vous dire que notre webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir le consulter dès demain sur notre chaîne YouTube. Sans souci. Donc, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours là à votre écoute. Un petit point de disclaimer. On est là pour vous donner des informations. Les marchés, c'est toujours risqué en fait de faire des trades dans les marchés. Donc, nous sommes là pour votre information et pour partager des informations avec vous. Alors, donc bienvenue encore une fois, Florian. Merci. Donc, nous avons eu, je ne sais pas, pour nos écouteurs fréquents, nous avons invité en fait Florian l'année dernière, donc c'était en juin de l'année dernière, pour discuter en fait de pourquoi détenir des cryptos dans des portefeuilles. Et le webinaire aujourd'hui, c'est un petit peu la continuation en fait de notre séance de l'année dernière. Et on va voir avec Florian comment maintenant on peut obtenir des rendements en obtenant des crypto-monnaies, surtout je pense Bitcoin, que les gens y pensent souvent en premier, et comment on va pouvoir donc obtenir des rendements en ayant les cryptos dans une portefeuille. Florian, je vous laisse le micro. Merci, Suzy. En fait, pour essayer de resituer un petit peu le débat de ce qu'on a eu l'année passée, de ce qu'on a vu comme évolution au sein des gérants de fortune, des family office, des banques aujourd'hui, c'est intéressant d'abord de resituer le contexte. La crypto-monnaie en sens large a fait une évolution absolument remarquable au cours des 3 dernières années. Lorsqu'on a créé la société en 2018, on était dans un marché vraiment de niche. On ne va pas dire qu'aujourd'hui on n'est pas dans un marché de niche, on est toujours dans un marché de niche, mais on était dans un marché qui n'intéressait finalement uniquement les avertis, ceux qui étaient soit des gamers, soit des codeurs. Mais on n'était pas dans un marché qui intéressait à proprement dit les financiers. Ceux qui investissaient en crypto recherchaient avant tout un gain en capital, parfois avec des attentes de gains exceptionnelles, parce que c'était ce qui historiquement a été le cas. Le Bitcoin est parti à quelques centimes, aujourd'hui ça vaut 70 000 $. Évidemment, ces retours-là, on ne va pas pouvoir les avoir à l'avenir, mais c'est comme ça. Donc, il y a eu cette évolution où d'abord les gens rentraient dans la crypto pour avoir ces gains. Ensuite, le marché a eu une tendance à regarder ça de plus près. La régulation est arrivée de plus en plus, et d'ailleurs c'est très bien, elle est en train de s'accélérer. De plus en plus de pays ont donné des avis ou des lois favorables à la crypto. On a vu certains pays qui ont légiféré pour avoir utiliser le Bitcoin en tant que monnaie. Bien sûr, c'est encore des pays, il y en a peu, mais il y en aura d'autres certainement à l'avenir. Maintenant, ce qu'on a vu, et évidemment, le point phare, c'est l'arrivée des ETF. Donc, l'ETF des grandes banques comme BlackRock ou Fidelity au début de cette année a véritablement changé la donne. Elle a changé la donne parce que, évidemment, lorsque vous avez une classe d'actifs nouvelle, on ne peut pas prétendre, personne, aucune banque, aucune gestion de fonds, family office,
peut se dire, tiens, j'ai une classe d'actifs nouvelle, je vais forcément engager une équipe extraordinaire pour gérer ça. C'est une question d'offre et de demande. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de demande pour justifier d'avoir une équipe de spécialistes à l'interne. C'est pour ça que nous existons et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes de la part de tiers professionnels pour qu'on vienne les conseiller ou leur proposer des produits d'investissement. Alors, je fais le lien et je viens dans le vif du sujet. Ce qu'on a constaté, c'est que donc, on est passé de la stade du gain en capital. Les ETF ont montré que la plupart des gens souhaitent avoir une exposition Bitcoin. Comme on l'a souvent dit, je me répète, la crypto pour nous, on la dissocie en deux mondes. On la dissocie en Bitcoin et le reste. On estime que Bitcoin aujourd'hui, c'est une commodité, c'est pas évolutif, c'est-à-dire que le Bitcoin d'aujourd'hui sera le Bitcoin de demain. Ça veut dire qu'il y a une prévisibilité. Ça veut dire qu'un investisseur peut, en confiance, acheter du Bitcoin aujourd'hui et le garder pendant 10 ans. Et se dire, voilà, ceci est mon fonds de portefeuille de crypto-monnaies, d'actifs digitaux. Je suis assis, j'ai une allocation, je garde cette allocation fixe. Le reste de la crypto, on en touchera brièvement un mot après, c'est de la technologie. C'est évolutif. Ça veut dire que les autres cryptos d'aujourd'hui, Ethereum par exemple, je ne fais aucune prévision, mais on peut se poser la question si Ethereum aujourd'hui n'est pas équivalent à Yahoo dans les années 90 qui a disparu, qui a été remplacé par Google. Donc en gros, est-ce que Ethereum est le Google de demain? Aucune idée. Donc si on prend des autres crypto-monnaies, on sait qu'on doit avoir une gestion active parce qu'on doit avoir un aspect une vision, une décision qui est prise sur un investissement technologique. Donc le Bitcoin, puisqu'il n'est pas évolutif, puisqu'on l'a souvent comparé à l'or digital, qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse être en confiance, puisse vouloir s'asseoir, entre guillemets, dans un portefeuille, avoir sa position sur le long terme? Nous avons, lorsque nous avons commencé à faire nos produits d'investissement, dès décembre 2019, nous avons eu un produit qui s'appelle le Wave Bitcoin Income and Growth. L'idée était toujours de dire, si quelqu'un veut avoir un Bitcoin sur le long terme, il lui faut un rendement. Donc, l'idée, c'était de pouvoir payer un coupon, en dollars en l'occurrence, pouvoir payer un coupon mensuel. Ça, c'était le cas, je prends, de ce produit qu'on a depuis décembre 2019. Et de dire, vous avez une participation à la hausse, bien sûr, du Bitcoin, c'est le but de l'achat, et on va vous donner un rendement. Ce rendement, il a deux buts. Le premier, c'est de dire, quand les marchés vont moins bien, j'ai tendance à moins paniquer parce que je touche un rendement. Lorsque les marchés vont bien, mon rendement augmente puisque c'est un pourcentage sur le sous-jacent. Donc, si le sous-jacent augmente, mon rendement en dollars augmente aussi. Ça, c'était la genèse du fonds, qui est un fonds assez simple. C'est une vente de call systématique mensuelle qui vous permet donc d'encaisser une prime qui a le but, pour être factuel, on a beaucoup parlé des risques de la crypto, des risques de contrepartie, mais lorsque vous vendez des options, vous n'avez pas de risque, parce que quand vous avez vendu l'option, vous avez déjà touché l'argent. Donc vous savez que votre rendement, vous l'avez. Ensuite, les bitcoins sont détenus, alors ça aussi, ça a beaucoup évolué, et c'est très très important de ne pas l'oublier. Au départ, on avait des bitcoins qui étaient parfois sur des échanges, donc des exchanges. On avait parfois des custodians qui étaient plus ou moins sérieux, plus ou moins solides. Aujourd'hui, vous avez pléthore de custodians qui sont tous des custodians de premier ordre. Fidelity est un custodian pour les bitcoins. Vous avez d'autres noms moins connus, mais parfaitement audités, BitGo, Copper, des choses qui sont assez solides. Swissquote, par exemple, vous avez été en Suisse, un des premiers, si ce n'est pas le premier, je ne vais pas me prononcer, mais à proposer de la crypto à travers une banque suisse. Donc, vous avez l'aspect détention custody n'est plus un sujet. Le sujet, c'est générer du rendement. Alors, pour ça,
Nous nous sommes associés avec notre partenaire américain aujourd'hui, depuis plusieurs années, qui, eux, je le rappelle, avaient depuis le départ, depuis la genèse de leur société, sont devenus des spécialistes de comment générer du rendement pour les détenteurs de crypto. Et on ne parlait pas de Bitcoin, on parlait de beaucoup d'autres tokens, mais qui étaient finalement le même principe. Je détiens mes tokens à très long terme, je veux pouvoir en vivre ou je veux pouvoir en vendre le moins possible. Donc, je veux absolument, je dois, pour financer mon projet sur la durée, générer du rendement. Alors, ceci est devenu vraiment une de nos spécialités et on a un accent. Bien sûr, nous avons des produits plus de croissance parce que c'est toujours demandé. Il y a toujours une grande demande pour avoir ce genre de produits. Mais nous souhaitons offrir des produits pour la crypto-monnaie aux tiers professionnels, aux gérants de fortune avant tout, aux family office, asset managers et aux banques, des produits qui, nous pensons, doivent répondre par étape à ce que souhaitent les clients. D'ailleurs, un de nos spectateurs a demandé, juste avant quand vous discutiez, de quel produit exactement vous parlez. Donc, si jamais vous avez des questions comme ça, moi, je peux vous mettre en contact avec Florian et on peut partager les produits avec vous. Mais voilà, si vous voulez peut-être parler un peu plus en détail aussi. Volontiers. Alors, nous avons donc le produit que j'ai mentionné depuis décembre 2019 s'appelle le WBIG, le Wave Bitcoin Income and Growth. C'est un produit que nous avons fait sous la forme d'un AMC, qui est un sous-jacent, qui est un fonds, mais c'est un AMC qui permet d'investir dans ce produit. Ce produit-là, comme je l'ai dit, est assez simple. Vous détenez des bitcoins, le fonds détient des bitcoins, il y a une vente systématique de call qui est faite sur ce produit, et puis vous touchez un income, un rendement mensuel, qui est payé directement sur le compte. En l'occurrence, nous avons pas mal de détenteurs qui sont chez Swissquote, donc vous avez une position dans votre compte Swissquote, le fonds gère, et chaque mois, vous êtes crédité sur votre compte Swissquote. Donc, c'est coupon garanti. Alors, le coupon, si vous voulez, alors garantie, évidemment, il faut toujours être prudent avec la notion de garantie. Bien sûr. Ce fonds avait comme cible, depuis décembre 2019, de payer 1,5% de coupon par mois. D'accord. L'équivalent de 18% annuel. Ce qui n'est pas sorti du chapeau, c'est pas de la magie, c'est de la vente de call, c'est de la vente d'options. Donc, nous avions décidé à l'époque de dire, parce que ce fonds a été fait pour des clients particuliers, c'était de dire 1,5%, c'était ce qui était souhaité comme rendement. Et nous avions regardé à l'époque la volatilité sur le Bitcoin, et effectivement, nous étions capables de générer 1,5% par mois avec un upside, donc une participation à la hausse mensuelle du Bitcoin qui tournait à peu près autour de 30-35% en moyenne. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que lorsque vous vendez un call à un mois, si le Bitcoin monte de 50% ce mois-ci, les 35%, vous les faites, les 15 derniers, vous ne les faites pas. Parce que vous avez vendu le call, vous avez vendu le droit d'acheter. Et donc, la différence à la fin du mois, le netting, vous permet en fait de faire un restrike. Donc, vous touchez votre coupon, vous participez à la hausse. Sur la durée, depuis décembre 2019, ce produit a largement fait mieux que le marché si on prend la performance du Bitcoin et la performance des coupons. Parce que ce qu'il faut bien noter et ce qui est très important pour les clients privés qui étaient dans ces produits, c'est que lorsque le produit a commencé en décembre 2019, le Bitcoin était à 5000. Donc, si vous avez 1,5% sur 5000, ça vous donne 75 $ de coupon. Mais lorsque le Bitcoin est à 50 000, ça vous donne 750 $ de coupon. Donc, si vous faites le rapport de 750 $ le coupon par rapport aux 5 000, là, tout d'un coup, ça vous fait des gros dividendes, évidemment. Alors, c'est valable à la hausse, c'est valable à la baisse. C'est pour ça qu'on en revient à l'idée, et c'est vraiment une idée qu'on prône, c'est de dire un investissement dans le Bitcoin,
je pense qu'il doit être dissocié dans l'esprit de l'investisseur, privé surtout, voire institutionnel, parce que comme MicroStrategy, cette société cotée aux États-Unis et gros détenteur de Bitcoin, l'a beaucoup montré, il y a plusieurs sociétés aujourd'hui qui considèrent qu'il est raisonnable d'avoir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Je ne me prononcerai pas sur le bien fondé ou pas, mais ça devient finalement, les trésoreries des sociétés ont aussi envie de diversifier leurs actifs. Donc, pour en revenir précisément à ce qu'on doit faire, c'est que, de nouveau, pour avoir une vision, je détiens du Bitcoin à long terme, très bien, j'imprime dans mon esprit que je vais le garder en tout cas 5 ans. Sur les 5 ans, je vais toucher des rendements, dans l'esprit de ce que j'ai donné comme explication. Donc en fait, vous avez des phases de hausse, des phases de baisse, des phases plates. Si vous touchez un rendement systématiquement dans toutes les phases, comme nous l'a montré le produit de décembre 2019 à aujourd'hui, vous faites mieux que le marché. Parce que dans les phases de hausse, vos revenus en dollars sont de plus en plus importants. Dans les phases de baisse, vos revenus sont de moins en moins importants, mais en partant du haut. Bien sûr, vous avez une variation de votre capital, mais sur la durée, le Bitcoin, il a fait 5 000, il est à 70 000, 70 000. Après, évidemment, chacun aura son idée. Ah, mais jusqu'où va-t-il? Ouais. On n'a pas de prévision. Chacun a son explication sur la cible de prix. Mais ça, aujourd'hui, et avant de passer à la suite, mais aujourd'hui, vous avez tous les instruments. Nous sommes inscrits comme spécialistes de cela. Nous souhaitons générer des rendements sur des positions statiques en crypto, parce que nous comprenons bien que pour le premier investissement d'un client privé, voire institutionnel, c'est logique. C'est d'abord, je vais acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est mon fonds de portefeuille, je vais les garder à long terme et je souhaite avoir un rendement dessus. Donc, c'est ça que je voulais vous poser comme question. Donc, vous voyez les bitcoins comme un instrument presque de sécurité. Vous l'avez comparé même à l'or, que normalement les gens le détiennent en termes de sécurité aussi, et de long terme, vraiment. Oui. Alors, en fait, ces deux éléments, pour moi, ne font aucun doute. Et je le justifie juste par la présente. Notre génération et celle de nos parents et de nos grands-parents avaient cette conviction, et je ne la dispute pas d'ailleurs, que l'or est une valeur refuge. Ça fait des siècles que l'or a cette qualité de valeur refuge. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, un nombre grandissant de personnes, ont considéré que l'or valait quelque chose. Valait ça, valait plus, valait moins, mais valait. Ensuite, les banques centrales qui ont été les plus grandes et sont toujours les plus grosses détentrices d'or assurent cette valeur. Donc vous avez évidemment une partie large de la population qui considère que l'or vaut aujourd'hui 2300 $ l'once ou peu importe le prix, vaut ça. Mais tout ça, c'est une population bien définie. Le Bitcoin, on fait un rapport. Il y a aujourd'hui, selon les estimations, 3 milliards de gamers sur la planète. 3 milliards. Pour 3 milliards de personnes, la notion de propriété d'un actif digital n'est pas à faire. Ils en sont convaincus, ils le savent. Ce qu'ils ont dans leur jeu, c'est à eux. Ils peuvent l'échanger, ils peuvent le vendre, ils peuvent en acheter d'autres, ils peuvent échanger, faire du troc. Ce qui, je rappelle, était fait avec l'or pendant longtemps. Ça ne fait pas si longtemps qu'on a arrêté d'acheter des objets avec de l'or. Donc pour 3 milliards de personnes, cette notion, elle est claire. Donc maintenant, ce sont des gens, certes, qui ont 20 ans en moyenne, ou peu importe, 15, 20 ans en moyenne, mais demain, ils en auront 40, ils en auront 45, ce seront eux qui auront le transfert de fortune, le transfert va se faire, le transfert générationnel va se faire. Donc ces gens vont arriver de plus en plus graduellement
dans un monde où le Bitcoin aura cette notion de valeur équivalente à l'or. Parce que c'est une évidence. Donc, si on se risque à une prévision de prix, si on peut dire, mais restons logiques. Aujourd'hui, l'or, c'est à peu près 15 trilliards de dollars, l'or existant sur cette planète. On en connaît d'ailleurs la production annuelle, parce que tout ça, c'est très connu. Puis en parallèle de ça, on fait le Bitcoin. On dit, mais alors le Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoins. On sait approximativement que 30% de ces bitcoins sont perdus à jamais parce que les premiers bitcoins, certains ont été perdus, les ledgers perdus, les ordinateurs qui ont cassé, quand ça valait rien, personne n'allait faire réparer son laptop ou sa carte graphique qui avait permis à son ordinateur de miner des bitcoins. Donc il y a eu beaucoup de bitcoins qui ont été perdus. On estime, d'après ce que j'ai vu, qu'il y a à peu près 30% de ceux-là qui sont perdus. Donc on va dire qu'il va en rester 15 millions. Bon, si un jour le Bitcoin devait tendre à la valeur de l'or, ça veut dire que 15 millions de Bitcoins devraient valoir 15 milliards, donc 15 trilliards, pardon. Donc ça veut dire que chaque Bitcoin devrait valoir 1 million de dollars. Bon. Alors, je ne suis pas en train de dire que demain matin ça va valoir ça, mais le point que je fais, c'est que c'est à la hausse, quoi. C'est-à-dire que moi, le problème que j'ai conceptuel, il y en a deux. Premier, c'est que le Bitcoin, c'est un projet qui a maintenant plus de 10 ans. Et un projet qui a plus de 10 ans, c'est binaire, soit c'est un succès, soit ça ne marche pas. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la probabilité que ça ne marche pas, elle est nulle, quasi nulle. Donc ça veut dire que ça ne peut pas valoir zéro. Parce qu'il n'y a que les projets qui valent rien, qui valent zéro. Donc on est dans la phase où le projet vaut quelque chose. J'ai de la peine à concevoir que si mon raisonnement est juste et qu'on devrait avoir à terme un Bitcoin qui va tendre vers la valeur de l'or, qu'on ait un Bitcoin qui reste à 70 000. Parce qu'entre 70 000 et 1 million, il y a de la marge quand même. Voilà le raisonnement qu'on a. C'est pour ça que je suis absolument persuadé, et nous avons vraiment mis l'accent là-dessus, c'est qu'il est parfaitement logique que des investisseurs privés, institutionnels, long terme, doivent avoir une partie de leur portefeuille au minimum en Bitcoin. Et pour avoir, comme on a un actif qui reste, et tout le monde est d'accord là-dessus, extrêmement volatile, il serait dommage de ne pas profiter de cette volatilité. Cette volatilité, on peut en profiter à travers les options. Donc, nous avons fait un système, nous en avons d'autres, parce que je vais parler de la vente de call. Vous pouvez faire évidemment le réciproque, c'est de faire de la vente de put. Donc, vous gérez activement vos positions en Bitcoin. Et en plus de ça, maintenant, vous avez ce qui a été fait depuis des décennies dans les actions, c'est le securities lending. Donc, aujourd'hui, vous avez un marché de l'emprunt de Bitcoin. Vous avez des gens qui souhaitent emprunter des bitcoins, soit pour se mettre short dans le marché, donc vendre à découvert, donc ils ont besoin des bitcoins pour pouvoir les vendre, ils ne les possèdent pas. Donc il y a un marché de securities lending. Ça rajoute une couche de rendement potentiel. Donc ce que je suis en train d'expliquer ou de montrer, c'est que nous avons construit des produits et des mandats, parce que beaucoup de notre argent est en mandat, mais en fait, on dit souvent, ah mais la crypto c'est très différent. C'est pas du tout différent. C'est une classe d'actifs, certes nouvelle, certes différente par sa structure, mais conceptuellement, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est une classe d'actifs ultra volatile, et de par cette ultra volatilité, elle vous permet de faire deux choses. Un pari sur la croissance, donc ça c'est un pari directionnel. Chacun prendra la décision de se dire, j'achète, peut-être que ça monte, mais peut-être que ça baisse. Mais l'ultra-volatilité vous permet de générer, en étant parfaitement scrupuleux dans le investment process, d'avoir une génération de rendement. C'est vraiment là que nous souhaitons absolument guider les investisseurs long terme dans le Bitcoin. D'accord. Mais alors, par rapport au rendement et par rapport à cette
Différence et même similitude à d'autres classes d'actifs, à d'autres types de produits, que ce soit dans l'immobilier, actions, obligations, fonds. Comment ça compare alors le rendement d'un investissement dans le Bitcoin? Alors, en fait, on va faire, c'est toujours la même chose, c'est comme dans le monde obligataire, vous avez le rendement de l'obligation dite sans risque, et puis vous avez graduellement l'obligation qui va tendre vers, enfin, vers du junk bonds en fait. Donc vous avez toute la ligne. On peut presque faire la même chose avec le Bitcoin, et je m'explique. Vous avez soit la possibilité de faire que du lending, donc du securities lending. Donc, ça veut dire quoi? Comme je l'ai expliqué, vous prêtez vos bitcoins à ceux qui en ont un désir et ils vont vous rémunérer pour cela. Ça, c'est un rendement entre 5 et 7% que vous allez obtenir parce que la beauté, quelque part, du securities lending en blockchain, c'est qu'en fait, vous mettez vos bitcoins en prêt, mais tout ça est automatique. C'est-à-dire que vous avez des assez gros coussins de sécurité. Dès que le prix s'approche de votre appel de marge, il y a une exécution automatique où on n'est pas dans un monde classique où vous devez courir après la personne qui vous a pris vos titres et puis éventuellement il ne va pas vous les envoyer. Vous comprenez, c'est la beauté, c'est en tout cas l'évolution, l'innovation qui a été faite dans le blockchain, les smart contracts et autres, c'est l'exécution automatique. Ça, c'est une vraie protection pour l'investisseur parce que c'est sûr que quand vous dites « Ah, mais je fais du securities lending », si vous voulez prêter des actions, des actions Coca-Cola, bon, très bien, le rendement est tout petit. Si vous voulez prêter des actions qui sont un peu plus exotiques, vous allez certes avoir des rendements plus importants, mais ça va être difficile de récupérer vos titres. Grâce au smart contract et à la blockchain, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez, on va dire, pour un prêt Bitcoin, vous avez cette partie-là de la barrière, de la mesuration du risque. Et ensuite, vous pouvez décider en disant, voilà, je pense que je suis d'accord sur le long terme de participer à la hausse du Bitcoin, mais uniquement à raison de 90%. Donc, je suis d'accord, je sais, dans mon âme et conscience, que je ne vais pas participer à 100% à la hausse du Bitcoin, mais je vais en participer à 90%. Ça va vous permettre de vendre des options, des calls mensuels. C'est ce que l'on fait dans le produit WBIG. Donc en fait, vous avez plus de rendement, comme je l'ai mentionné. On a historiquement des coupons qui approchent les 18% annuels. C'est même un peu plus certaines années, mais comme je l'ai expliqué, le coupon étant payé en dollars, ça dépend si vous le rapportez au prix du début de l'année ou fin de l'année. Mais donc tout ça, on vous l'explique, bien entendu, ce n'est pas le but du webinaire, mais on vous l'explique très volontiers. On a d'ailleurs le fact sheet de ce produit sur notre site. Donc, on peut en parler beaucoup plus longuement. Mais après, vous avez, et on a le cas pour un mandat, de quelqu'un qui dit, moi, je suis d'accord de ne participer à la hausse du Bitcoin qu'à raison de 60%. C'est un choix, c'est une société, c'est un choix. Ils ont dit, moi, je ne souhaite participer qu'à 60%. Parce que si vous avez raison sur vos prévisions de prix, moi, 60% de tout ça, ça me va très bien. C'est le trésor, la trésorerie de la société. Par contre, ce qui m'importe le plus, c'est de pouvoir encaisser le plus possible de coupons, des coupons les plus gros possibles. Donc là, quand vous avez des pics de volatilité importants, alors vous pouvez vendre effectivement des options qui sont de l'ordre de 3-4% par mois. Alors évidemment, les participations à la hausse sont forcément limitées, ça va de pair. Je vous disais 1,5% par mois, 30% de participation à la hausse dans un régime de volatilité important du Bitcoin. Par contre, vous avez des périodes où ça nous est arrivé de mémoire l'été passé, la volatilité du Bitcoin a fondu et nous avons pris la décision pour le bien de nos investisseurs
de ne pas payer de coupons pendant 3 mois, sauf erreur. On avait décidé 3 mois et finalement on l'a fait qu'un mois. Mais parce que notre prévision, c'était de dire le coupon est devenu tout petit et la participation à la hausse est toute petite. Donc en fait, on s'est dit, dans ce cas de figure, ce n'est pas intéressant d'avoir un coupon de 0,6% pour avoir une participation à la hausse qui était de 10 ou 11%. Parce que dans les cas où on sait bien que quand la volatilité tout d'un coup s'écrase, c'est souvent précurseur d'un très gros mouvement, à la hausse ou à la baisse, mais c'est souvent un précurseur d'un gros mouvement. Donc on avait décidé de suspendre ça. Et finalement, on l'a fait qu'un mois. Et après, la volatilité est revenue, donc on est revenu sur une gestion beaucoup plus classique. Et on a bien fait, parce que les investisseurs, du coup, ont pu participer pleinement au rebond qui est arrivé du Bitcoin. Alors, le rebond était, donc c'était un rebond positif, ça aurait pu être une baisse, mais en tout cas, ça ajoute à ce que j'ai dit. Gérer avec du rendement dans une classe d'actifs nouvelle et hyper volatile nécessite une gestion active. C'est pour ça aussi que nous n'avons jamais, nous ne souhaitons pas, pour la plupart des mandats que nous avons, nous ne souhaitons pas faire ce qu'on appelle c'est pas valable pour le Bitcoin, mais du fixed staking. On ne veut pas engager à terme fixe, être bloqué dans du rendement. Parce que même si c'est bloqué sur une blockchain, vous vous engagez sur le terme. Nous restons absolument persuadés que cette classe d'actifs a été imaginée, conçue, développée pour donner de la liberté de mouvement, de la liberté de penser, mais ça c'est plus Florent Pagny, ça. Mais la liberté de mouvement, de ne pas être contraint. Donc, pour nous, ça a toujours été un petit peu une espèce de contraire à la genèse, de dire ah ben alors on va mettre des contraintes. C'est comme les fonds que nous avons, les produits que nous gérons, on essaie toujours de tendre à avoir une liquidité journalière ou hebdomadaire, mensuelle dans le cas du Bitcoin, parce que comme vous vendez des options mensuelles sur le Bitcoin, vous ne pouvez pas avoir une liquidité qui est différente de la maturité des options. Mais tous les fonds qui sont à lock-up 5 ans, 10 ans, comme ce qui est le cas plutôt du private equity standard, nous, on a toujours trouvé que c'était un petit peu antinomique par rapport à ce qui se faisait. Bitcoin, Ether ou autre? Alors, en fait... Là, je sais qu'on est focus Bitcoin, oui, en effet. Moi, je pense que, en fait, vous voyez, j'aime bien faire le parallèle avec Internet, parce que d'abord, c'est une époque que j'ai vécue lorsque j'étais chez Pictet, et c'est vrai que c'est toujours la même logique. Puis moi, ça me rassure, parce que, vous savez, quand on a vu quelque chose, et puis on se dit, ah, c'est la même chose qui va se passer, c'est rassurant. Mais c'est logique. Lorsqu'on a eu les premiers investissements dans Internet, quand vous aviez, et je vous rassure, les réflexes de base étaient les mêmes. C'était, mais enfin, jamais on va investir dans cette histoire, mais que pensez-vous? Qui va acheter des vêtements sur Internet à l'avenir, mais vous n'y pensez pas, c'est ridicule, etc. C'est un monde de voleurs, c'est un monde d'arnaques, on a tout entendu. Donc, c'est pour ça que quand on entend les mêmes propos sur la crypto, on est en droit de penser que ça va se passer la même chose qu'avec les titres Internet. Et en ce moment, c'est plutôt ça qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première vague d'investisseurs privés non avertis, donc qui ne sont pas tech par définition, vont plutôt aller vers le marché. Donc la plupart des investisseurs voulaient aller dans des ETF, qui étaient des ETF sur le Nasdaq ou des ETF qui étaient créés donc de plus en plus. Vous aviez des ETF qui s'appelait le QQQ, sauf erreur, qui existe toujours, qui était le SPDR sur le Nasdaq 100. Et puis, graduellement, donc ça, c'était la première réaction. Donc, pour moi, la première réaction, c'est logique que les investisseurs vont avoir un fonds de portefeuille
en crypto qui soit du Bitcoin. Et après, vous avez le deuxième, puis après vous avez le troisième, puis après vous diversifiez, vous dites, tiens, je suis un peu plus confortable, donc je vais commencer à vouloir avoir autre chose. En crypto, ça va être la même chose. Donc Bitcoin, c'est le fonds de portefeuille. Ensuite, Ethereum, évidemment, c'est le deuxième qui vient en ligne. Ethereum a aussi un très gros marché assez liquide de dérivés. Alors, quand on dit très gros marché sur les dérivés, évidemment, celui qui est familier avec les dérivés sur les actions américaines, il va dire non, c'est pas un très gros marché. On est bien d'accord que c'est pas équivalent. Mais il y a un marché, il y a un marché très liquide sur les dérivés sur Ethereum. En plus de cela, Ethereum a une autre particularité, c'est que non seulement vous pouvez faire du lending, non seulement vous pouvez faire des dérivés, c'est similaire à Bitcoin, mais Ethereum vous donne la possibilité aussi de déployer vos tokens dans ce qu'on appelle le Decentralized Finance. Donc, ce sont les pools de liquidité, les échanges décentralisés, qui, là aussi, pour résumer, ce sont des plateformes. Il y a deux choses. D'abord, vous avez des plateformes qui vous permettent d'emprunter et de prêter vos tokens. Donc là, vous mettez simplement le rôle, c'est du securities lending. En fait, vous mettez vos tokens à disposition, les gens vous les empruntent, ils vous donnent un collatéral et ils vous rémunèrent pour ça. Sinon, vous avez les échanges décentralisés où vous mettez vos tokens à disposition de l'exchange et vous touchez une commission, en fait, une partie du trading fee lorsque les tokens sont échangés. Mais là, évidemment, vous avez si vous mettez ça, c'est que vous acceptez le risque du trading. Donc, vous n'avez pas vos tokens qui sont garantis pour vous. Donc, de nouveau, on en revient à la même chose. Profil de risque, pas risqué, moyennement risqué, risqué en termes de je pourrais peut-être vendre certains de mes tokens et me retrouver avec un équivalent en dollars plutôt que mes tokens. Chacun décide de la portion qu'il souhaite avoir de la participation à la hausse. Tout le reste, mais enfin, je reviens juste un détail, n'oublions jamais que Ethereum, c'est de la technologie. C'est de la technologie, ça évolue. Il y a très régulièrement des updates qui sont faites, similaires aux updates qu'on a sur notre téléphone, iPhone et autres. On a tout le temps des updates. Donc vous avez des nouvelles features, des nouvelles fonctions qui sont mises en place, certains qui sont changés, d'autres qui sont ajoutés. Donc, il ne faut pas oublier ça parce que moi, je dis souvent à mes enfants qui me disent ah mais je veux un iPhone parce qu'il n'y a rien d'autre, il n'y aura jamais rien d'autre, etc. Très bien. Oui, mais on avait le même raisonnement avec Nokia. On avait chacun un Nokia, puis on pensait jamais qu'il y aurait un autre téléphone qui pourrait un jour détrôner Nokia. Bon, l'histoire nous montre que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent avec la technologie. C'est pour ça de nouveau qu'une gestion passive de la crypto, à part le Bitcoin, moi, je n'y crois pas. Un basket, un panier de 5 ou 6 cryptos à garder d'une manière passive n'est pas une garantie de rendement. Parce que si, de nouveau, l'expérience ou le souvenir d'Internet, si j'avais dû choisir 5 actions à la fin des années 90 pour jouer le secteur d'Internet, bah, j'aurais certainement eu Yahoo, Netscape, AltaVista, WorldCom, AOL, et il n'y en a plus une. Donc, c'est très important de suivre ce qui se fait. Et comme c'est un secteur compliqué, c'est vrai qu'il faut s'entourer de gens qui connaissent. C'est pour ça que nous, moi en particulier, parce que je ne suis ni codeur ni technicien dans l'âme, nous nous sommes entourés, notamment avec Wave aux États-Unis, de gens qui ont vraiment les mains dans le moteur depuis des années et avec des gens qui connaissent ça par cœur. Écoutez, Florian, vous avez répondu à la question pourquoi, à la question comment, et je pense qu'il y aura d'autres questions qui viendraient comme pour combien. Quel serait, à votre avis, le pourcentage d'investissement dans cette asset class? Alors, c'est une bonne question, ça. Alors, évidemment, après, il y a plusieurs différents types de profils, plusieurs différents types d'investissements. Bien sûr. Mais je pense que vous avez en tête ne serait-ce qu'un minimum d'investissement. Alors,
moi, je pense que d'abord, ne pas en avoir, c'est une erreur. En termes de diversification de portefeuille, ne pas en avoir est une erreur. Et est-ce que c'est pas trop tard déjà? Alors, vous savez, il y avait, je me souviens assez bien d'ailleurs, parce que en 2003, sauf erreur, j'étais à New York et il y avait l'ouverture de l'App Store remodelé, vous savez. Et je suis sorti de là en me disant, c'est incroyable. C'est incroyable. L'expérience de rentrer dans ce magasin, c'était, je ne suis plus à Soho, de rentrer dans ce magasin, d'avoir ces tables blanches, ces ordinateurs, et surtout là où le sauf erreur, celui qui venait de sortir, c'était le MP3, le truc blanc avec la roulette du milieu. Et il y avait tous ces devices, et c'était incroyable. Et bêtement, mais vraiment, je sors de là, j'en discute, j'étais avec un de mes collègues et de l'époque, et puis il me dit, mais il faut acheter Apple. C'est trop tard. Je ne veux même pas savoir à combien était le prix de l'action. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas trop tard. Donc, pour la crypto aujourd'hui, est-ce que c'est trop tard? Mais pas du tout. Là, il y a une chose qui est certaine. De nouveau, le prix, j'ai aucune idée de ce qui va se passer sur Bitcoin. Combien de cryptos? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de cryptos qui existent. 99% au moins ne vaudront rien. Rien. La même chose que les sociétés .com, la même chose, la plupart ne vaudront rien. Il n'y aura pas de place pour tout le monde pour apporter une certaine utilité là-dedans. Mais celles qui marchent, celles qui apporteront une utilité importante, participeront à la révolution technologique qui existe. Que ce soit, on parle de tout, l'IA, bref, tout ce qui est data-centric, à un moment ou à un autre, va voir son amélioration en passant par un blockchain. Ça veut dire que tout ce que l'on connaît basé sur la technologie, ça ne veut pas dire que ça va remplacer la technologie qu'on connaît. Ça va donner un support décentralisé, apporter de la transparence dans un monde de data qui aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est un peu le bazar. Bien. Donc moi, je pense qu'on est au tout début, mais au tout début de cette transformation. Et je prendrai qu'un seul exemple. Regardez le temps, l'effort que ça a pris pour que des ETF Bitcoin soient finalement acceptés. Je ne porterai pas de jugement sur les décisions de la SEC, ils ont leurs raisons, et certainement très, très justifiées, enfin, j'en sais rien. Mais de dire finalement, il a fallu que BlackRock et Fidelity et certains autres, mais BlackRock en particulier, viennent avec des arguments répétitifs en disant non, 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 il faut, parce que, il faut, parce que, il faut. Les real world assets, cette tokenisation dont on parle de plus en plus, qui va venir graduellement, tokeniser une partie de biens physiques, une partie de fonds, une partie de peu importe ce que c'est. Bref, tout cela fait partie de cette mouvance. Mais le point que je voulais faire pour dire est-ce qu'on est au début ou à la fin, vous avez donc BlackRock qui aujourd'hui vous démontre que c'est le plus gros succès historique d'un ETF, jamais atteint. Ils ont atteint une taille dont je ne sais même pas quelle est la taille aujourd'hui, très honnêtement, mais ils ont dépassé les 15 milliards très rapidement, et puis il y a un engouement, si vous voulez, pour le Bitcoin. Mais il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a pas vraiment d'investissement institutionnel au sens propre, vous n'avez pas aujourd'hui d'allocation crypto dans les mandats de la plupart des banques, les gouvernements n'en détiennent pas, bref, ça veut dire que ça reste aujourd'hui une classe d'actifs microscopique. Microscopique. Mais je pense que de plus en plus, et on le voit parce que nous avons des demandes, les gens qui s'intéressent à ce que nous faisons a énormément changé. Nous avions des demandes de particuliers qui s'intéressaient à la classe d'actifs et soudainement, nous avons des gens beaucoup plus spécialisés dans leur domaine, gérants de fortune, banques, asset managers divers, de dire je ne peux pas ne pas en avoir. Et je pense qu'ils ont raison. C'est impossible aujourd'hui
de ne pas en avoir. Mm. Et pour un gérant de fortune, je pense qu'il est compliqué au jour d'aujourd'hui de dire je vous mets un ETF et pendant 10 ans, je ne vais pas le bouger. C'est difficile de justifier un frais de gestion, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut arriver avec des produits qui sont un petit peu plus novateurs. Mm. Donc, pour répondre maintenant, j'ai fait un grand détour et réfléchi à la question. C'est bien, de dire, parce que sinon, j'allais… de dire combien il en faudrait. Alors, ne pas en avoir, c'est une erreur, je l'ai dit. Je pense que d'en avoir trop, c'est tout autant une erreur. Parce que dans la gestion de fortune, on n'est pas là pour devenir riche. On est là pour garder son patrimoine. C'est fondamental, c'est très important. Il ne faut jamais perdre de vue que dans notre pays, la plupart des gens qui investissent et qui ont des gérants veulent conserver leur patrimoine, le faire fructifier, mais le conserver. Donc, je pense que d'avoir 5% de crypto-monnaie dans un portefeuille est une diversification très efficace pour un portefeuille qui a, on va dire, un risque moyen pas un portefeuille conservateur dans lequel je mettrais plutôt 1 ou 2%, et puis dans un portefeuille avec un risque plus accru, j'irais jusqu'à 5. Et dans un portefeuille évidemment très risqué, qui a l'habitude d'avoir du private equity, des actions, des dérivés, là j'irais jusqu'à 10, 15% sans problème. Sans problème. Hier, j'étais à une conférence où il y avait c'était très intéressant, il y avait le fondateur de votre concurrent Saxo Bank qui disait que lui, il est tombé il est tombé amoureux de la crypto assez tôt. Et lui disait, dans son portefeuille personnel, il en a 30% et il dort très bien la nuit. Mais ça, c'est des choix plus personnels parce que vous avez l'habitude de la volatilité. Mais ce qui est sûr, c'est que, et j'insiste là-dessus, je martèle ce message, c'est que j'ai très souvent, des discussions avec des banques qui vous disent « Ah, mais moi, pas de crypto. » Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop risqué. Je dis « Ah bon. » Mais combien d'actions vous avez dans les portefeuilles? Et la même personne vous dit « Moi, j'en ai 60%. » Alors, il faudra quand même m'expliquer. 60% d'actions, ça veut dire qu'un mouvement de marché, allez, de 5%, ça vous diminue votre portefeuille de 3%. 5%, c'est pas inhabituel, on est quand même en action. Donc, je lui dis, donc vous me dites que 3% de crypto, c'est trop volatile, c'est trop risqué. Mais 60% d'actions, ça va. Je comprends pas. Je comprends pas la logique. Ouais. C'est personnel, mais je ne comprends pas la logique. Il y a 4 ans, si la personne me disait, je n'investis pas dans la crypto pour quelques pourcents de mon portefeuille, parce que cela implique d'envoyer de l'argent sur un exchange crypto, etc. Je comprends. Pas de débat. Je comprends, vous sortez l'argent du compte du client pour l'envoyer sur un exchange non régulé crypto. On est en train de parler de quelque chose de complètement conceptuellement différent. C'est un private equity que vous investissez à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Vous pouvez faire ça même avec un ETF. Donc, une securities approuvée comme les autres. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Florian. Il y a quelqu'un qui redemande votre nom de société et le nom de fonds, donc Kryptonite Asset Management et le nom de AMC que vous parliez. C'est le WBIG, donc Wave Bitcoin Income and Growth. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, je vous propose de nous envoyer dans le chat. Et puis, en attendant peut-être de recevoir les dernières questions s'il y en a, en résumé, rapidement, Florian. Alors, en résumé, donc on a fait le tour. On a dit que avoir de la crypto dans un portefeuille, c'était primordial. C'est primordial. C'est pas un luxe, c'est primordial. Deuxième chose, vous avez le concept de dire, est-ce que j'ai une alternative à juste acheter un ETF et m'asseoir dessus? Oui, vous avez une alternative qui est de générer du rendement, c'est-à-dire finalement de pouvoir obtenir, d'en vivre, ça veut tout et rien dire, ça dépend combien vous mettez, ça dépend combien vous dépensez par mois, mais vous pouvez obtenir un rendement qui a deux buts, vous rassurer,
Parce que quand on retire de l'argent d'un investissement, bah, moi, j'avais fait des investissements dans des sociétés, dans des pays émergents. On est toujours un petit peu inquiet de savoir quand est-ce qu'on va retrouver son capital. Mais lorsque cette société vous paye des coupons très importants, bah, chaque année, vous faites le calcul. Vous dites, bah, moi, j'ai amorti mon investissement. Donc, pour vous dire le Bitcoin, on a parlé de 18% par an. On ne va pas se donner ce chiffre, mais on va le garder en tête. Si vous détenez votre investissement 5 ans et puis que le marché ne fait rien et puis que vous avez 20% de votre income, bon, bah, mathématiquement, vous avez remboursé votre investissement. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, vous dites, vous savez quoi, si le Bitcoin il va à 0 et va à 3000, j'ai une option gratuite. Donc, le Bitcoin, enfin, la crypto dans un portefeuille, c'est nécessaire. Il y a une alternative. Nous sommes là, nous nous sommes entourés de gens compétents. On n'est pas les seuls, mais je pense qu'on le fait bien. On l'a fait Je graduellement. confirme. Merci. On le fait bien, on le fait depuis 2018. On n'a jamais essayé de faire des choses qui sortaient trop de la boîte. Bon, crypto sort de la boîte déjà. Il y aura toujours plusieurs offres, et tant mieux. Au début, on était un peu seul. Aujourd'hui, il y a plusieurs. On est un peu les seuls à s'être mis dans ce segment en disant nous voulons être conseillés pour les family office et les asset managers. On ne voulait pas gérer qu'un fonds, on voulait avoir une offre un peu diversifiée. Je l'ai faite vraiment. Mon idée, c'était basé sur ce que j'ai vécu. J'ai été, comme je vous l'ai dit, j'étais chez Pictet au début et c'est une banque qui est devenue une banque absolument incroyable. Quand vous regardez le développement de cette institution financière, c'est soufflant. Vous avez peu d'exemples dans l'histoire financière de quelque chose qui est arrivé comme ça. Et je vous garantis qu'à la fin des années 90, c'était différent. Mais c'est brique par brique qu'on construit quelque chose. Et je pense que l'idée de faire ça dans la crypto, c'était pas tout de suite de faire un fonds et puis d'aller à fond, c'était de dire on va essayer de construire une offre de gestion qui corresponde à celle de nos futurs clients. Nos futurs clients, c'est les gérants de fortune. Ils ont besoin d'être accompagnés parce que c'est une classe d'actifs nouvelle, on l'a dit et répété, mais leur mindset est le nôtre. Et donc, on se comprend. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on arrivera à faire quelque chose de bien ensemble. Parfait. Merci beaucoup, Merci à Florian. vous. Merci, Suzy. Merci pour vos illuminations sur le sujet. Merci à tous pour votre présence. Et puis, comme je vous ai dit, à partir de demain, vu qu'on a enregistré toute la séance, l'enregistrement serait donc sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et à une prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.